aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Larocque. Vous êtes président de Total Energy Marketing France. Alors, avec vous, nous allons parler de différents sujets. On va parler d'abord du changement de nom de votre groupe, des biocarburants, de la biométhanisation, de l'agrivoltaïsme et également du maillage territorial et des services aux agriculteurs. Alors, pour m'accompagner pour ce débat, Nicole Ouvrard, qui est trésorière de l'AFJA et ancienne présidente de l'association. Et je te donne tout de suite la parole pour le premier thème. Merci Adrien. Oui, donc effectivement, on va brosser un peu toutes les activités de Total Énergie. Alors, on va d'abord commencer à redéfinir un peu le changement de nom. Donc, pourquoi Total Énergie, Total vient de changer de nom récemment pour passer de Total à Total Énergie. Alors, est-ce qu'il faut y voir un changement radical dans votre business model ou bien une simple adaptation? Pourquoi ce changement de nom? Alors, on n'emploie ni le terme de changement radical, ni le terme d'adaptation, on emploie le terme de transformation. D'accord. Donc, Total se transforme et devient Total Énergie. Et c'est principalement lié au fait que on voit bien que l'énergie, on dit, se réinvente. Et donc, sur ce chemin de l'énergie qui se réinvente, il était évident, peut-être que c'est facile à dire, c'est surtout qu'il faisait beaucoup de sens à ce que Total se réinvente aussi et donc Total devienne Total Énergie. Donc, Total se transforme fondamentalement, c'est ça, le terme qu'on emploie, et Total se transforme en devenant Total Énergie. C'est une réflexion qui a pris combien de temps, en fait, ce changement de nom? Alors, Patrick Pouyanné en parle souvent, il met même parfois une date précise sur ce point de départ, et je pense qu'il l'a exprimé de manière publique, en disant que c'est vers la fin 2019 qu'il a vraiment pris… Enfin, je pense que la maturation de l'idée de la nécessité de s'adapter en permanence au marché, elle est permanente. Enfin, il y a une nécessité permanente de s'adapter à notre marché. Mais c'est assez daté, donc c'est à fin 2019, avec l'idée qu'effectivement, il y a plusieurs éléments qui ont, je pense, lancé cette transformation. C'est la présentation de la stratégie de la compagnie aux analystes financiers, qui eux aussi sont très intéressés du point de vue de l'évolution du modèle économique sur comment le Total Énergie, comment la compagnie Total Énergie s'adapte par rapport à l'évolution de l'énergie et comment est-ce qu'elle se crée un avenir donc, dans ce contexte changeant. Donc, c'est vraiment le point de départ. Puis ensuite, il y a eu beaucoup de réflexions en interne, beaucoup d'ateliers, de groupes de travail qui ont été réalisés, sous l'égide d'ailleurs de la direction générale du groupe, qui tenait à ce que l'ensemble des employés puissent s'exprimer, contribuer. Donc, on peut dire qu'on a vraiment un projet qui a été co-construit, qui a vraiment fait l'objet de beaucoup de débats au sein de la compagnie et qui, je pense, aujourd'hui, en parlant de manière tout à fait objective, génère beaucoup d'enthousiasme auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe, enfin de la compagnie, puisque on se définit comme la compagnie donc des énergies responsables. Et cet enthousiasme vient du fait que il y a les énergies du présent qui sont très présentes et qui continuent à être vraiment très présentes dans le modèle économique. Mais ces énergies du présent nous aident à financer la transformation et à consacrer suffisamment d'investissements dans les énergies du futur. Et donc, il y a une part significative des investissements de la compagnie Total Énergie qui sont dédiés aux énergies du futur. Et alors, donc, ces énergies du futur sont les énergies renouvelables. Tout à fait. C'est bien ça. Aujourd'hui, quelle part ça représente dans votre chiffre d'affaires? Je ne sais pas si on peut le chiffrer comme ça. Et puis, quel est l'objectif à 5-10 ans? Alors, on ne le compte pas en termes de chiffre d'affaires à ce stade, parce que j'imagine aujourd'hui, c'est quand même fondamentalement une question d'allocation de ressources d'investissement et de ressources techniques, enfin de savoir-faire. Donc, on le compte vraiment en termes d'allocation d'investissement. Ce que Patrick Pouyanné a présenté récemment, c'était le fait que la moitié de nos investissements de développement sont maintenant consacrés aux énergies renouvelables. Donc, et du coup, ça fait que la compagnie Total Énergie est le premier investisseur en France dans le domaine des énergies renouvelables, devant finalement l'ensemble des autres acteurs du marché. Alors, on a quelques chiffres qui donnent des perspectives et on les
on les donne surtout en termes de quantité de production d'énergie renouvelable. Donc, on a un programme d'investissement de 60 milliards sur les projets renouvelables sur les 10 prochaines années. Ça nous fera passer d'une capacité actuelle de 7 gigawatts. Donc, on le chiffre comme ça, ce n'est pas en chiffre d'affaires, mais c'est en capacité de production, donc capacité de 7 gigawatts de production d'énergie renouvelable, à 100 gigawatts en 2030. Et donc, souvent, on explique que 100 gigawatts, c'est à peu près 2 fois la quantité d'énergie produite par le parc nucléaire français actuellement. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des investissements qui nous conduisent à prendre une taille très significative dans la production d'électricité renouvelable. Et même, j'aurais tendance à dire que cette production d'électricité renouvelable devient même significative au titre de la production d'énergie en soi. Et ça sera au niveau mondial, en fait. Ce sera au niveau mondial, absolument. Quelle sera la part réservée à la France et sur ces gigawatts, justement? Alors, je n'ai pas le détail, je n'ai pas le split de ce chiffre. Alors, la France, bien sûr, est significative. Je pense qu'il faut surtout voir les objectifs de production d'électricité renouvelable aussi en fonction du mérite des projets qui seront sanctionnés et de l'environnement dans lequel ils vont se positionner. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 sources de production d'électricité renouvelable aujourd'hui qui sont vraiment envisagées. C'est la production à partir de panneaux solaires, donc la production solaire, ou l'éolien. L'ensoleillement joue donc par conséquent un rôle, c'est clair, et la quantité de vent joue aussi un rôle. Donc, il y a des projets très significatifs en taille qui sont faits dans des zones soit très fortement ensoleillées, soit dans des zones où il y a beaucoup de vent. Ayant dit cela, en France… Des pays. Ce que vous dites là, ça sélectionne des pays? Ce que je dis là, ça sélectionne des grandes zones géographiques. Des grandes zones géographiques. Et donc, par conséquent, des pays, bien sûr. Mais ayant dit cela, on développe vraiment des projets en France aussi, bien entendu. Je rappelle que même ça peut s'associer à des projets de distribution in fine, puisque quand nous avons répondu à l'appel d'offres pour les bornes électriques de la ville de Paris, appel d'offres que nous avons gagné, donc nous sommes l'opérateur du réseau Bélib à Paris, c'est nous qui opérons les bornes électriques. Nous avons associé à la réponse à cet appel d'offres le fait que nous produirions l'électricité qui est distribuée dans le réseau Bélib à partir de centrales solaires en France. Donc, on voit bien qu'il y a un lien qui est établi entre notre rôle de distributeur d'énergie in fine et puis notre rôle de producteur. Ayant dit cela, il reste évident que le rendement de la production sera d'autant plus élevé qu'il se situe dans des zones favorables. La France a tout son rôle, et en particulier, parce qu'on va venir là-dessus, je le sais ensemble, en particulier les surfaces agricoles en France. Alors, on ne doit pas rentrer dans une notion de compétition entre d'un côté la production agricole et de l'autre la production d'énergie, mais je pense qu'on viendra sur la question de l'agrivoltaïsme, dont l'objectif est de combiner les deux et même d'améliorer le rendement, si possible, de la production agricole grâce à l'installation de panneaux solaires. Et on voit bien que ce type de projet fera que de toute façon, la France jouera un rôle significatif dans la production d'électricité renouvelable. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis. Si vous voulez absolument l'avoir, je verrai avec le groupe s'ils l'ont. Moi, là, à ce stade, je ne l'ai pas. Donc aujourd'hui, vous venez de le dire, hein, vous êtes un groupe multi-énergie. Le commun des mortels vous connaît surtout comme groupe fabricant des hydrocarbures, raffinage et distribution de carburant. Quelle part aujourd'hui ça occupe ça dans votre portefeuille par rapport à ces nouvelles activités? Donc là, on a un petit peu, je ne parle pas forcément de renouvelables, hein, mais par rapport à ces nouvelles activités de production d'électricité et de biocarburant. Quelle est la part historique encore que… Alors, si on regarde aujourd'hui, et une fois de plus, c'est au niveau mondial, hein, donc ça veut dire la transformation de notre compagnie en compagnie multi-énergie. Donc aujourd'hui, on a à peu près 55% de nos ventes qui sont des produits pétroliers. D'accord. 40% de nos ventes sont du gaz naturel et 5% c'est de l'électricité. D'accord. Et ça va bouger déjà fortement puisque dès 2030, Ouais. dans notre ambition, hein, on arrive à un mix qui passe à 35% sur les produits pétroliers, 50% sur le gaz naturel et 15% sur l'électricité. D'accord. Alors, c'est une transformation assez significative et qui se poursuit évidemment dans le temps. Et donc, c'est une transformation assez significative puisqu'en réalité, déjà, au sein des hydrocarbures, il y a le fait de la croissance significative du gaz naturel qui est importante parce que en fait, le
le gaz naturel est vraiment une énergie, alors qui est une énergie présente, mais qui est aussi une énergie future. Elle joue les deux rôles. Et qui n'est pas forcément renouvelable quand même. Alors, on ne prétend pas que le gaz naturel ne soit pas un hydrocarbure. Oui. On met juste en valeur le fait que le gaz naturel est par exemple une façon de produire de l'électricité beaucoup plus vertueuse en termes d'environnement que le charbon. Donc, un produit peut être un hydrocarbure et on ne conteste pas ce fait. Il n'en a pas moins des mérites propres par rapport aux autres produits qui sont disponibles pour un usage précis. Donc, le gaz naturel a d'autres avantages. Par exemple, quand on parle du gaz naturel, non pas seulement pour la production d'électricité, mais cette fois-ci pour la carburation des camions. Clairement, le gaz naturel a des avantages en termes d'émissions de CO2. Il y a une baisse d'environ 7% des émissions 7 et 15% des émissions de CO2 quand on emploie du gaz naturel. Et puis, le gaz naturel a un gros avantage de réduction drastique, significative des émissions de polluants, donc ce qu'on appelle les NOx. Et là, c'est une contribution directe à la qualité de l'air, à l'amélioration de la qualité de l'air. Et puis, en milieu urbain, il y a d'autres avantages. C'est que le gaz naturel, une propulsion au gaz naturel, génère beaucoup moins de pollution sonore. En fait, c'est assez silencieux par rapport à une propulsion au carburant classique. Et donc, si vous avez des camions qui doivent livrer en ville tôt le matin, enfin, principalement c'est très tôt le matin, le fait qu'ils soient propulsés au gaz naturel réduit considérablement la pollution sonore qu'il génère. Donc, on voit bien que des produits peuvent être des hydrocarbures, on ne le conteste pas, mais ils peuvent néanmoins présenter des avantages significatifs par rapport à d'autres produits pour un usage précis. Ok. Alors, donc, on a parlé, vous l'avez évoqué, de produits pétroliers, hein, donc ça reste votre core business encore. On va peut-être parler maintenant de biocarburants, hein, donc c'est un sujet qui nous est cher à l'AVJA, qui nous intéresse particulièrement. On a longtemps, alors quand je dis on, hein, c'est pareil, c'est le français, on va dire la France ou certains secteurs ont longtemps reproché à Total de freiner un petit peu des cas de fer sur les sujets des biocarburants. Aujourd'hui, comment vous êtes impliqué dans ce secteur en termes de production et de distribution? Parce que, bon, il y a 10 ans, c'est vrai que c'était un peu, ou il y a 15 ans, le balbutiement. Aujourd'hui, ça s'est davantage développé. Quelle est la part de Total là-dedans? Alors, on est assez Biodiesel et actif. bioéthanol, quoi. Oui. Voilà. Pardon? Biodiesel et bioéthanol. Tout à fait. Alors, on est très actif et je pense quand même on est très engagé et que je pense même qu'on est une aide nécessaire, alors enthousiaste, hein, objectivement enthousiaste, mais aussi nécessaire au développement de ces produits. Je commence par l'éthanol, parce que vous me donnez l'idée en dernier, mais je commence par celle-là. Donc aujourd'hui, on a le plus grand réseau en France de distribution de 85. Donc, ça représente, alors j'ai le chiffre précis à cette date, mais ça n'a cessé d'augmenter. Mais aujourd'hui, on a 762 stations, vous voyez, c'est précis. 762 de nos stations en France distribuent de l'E85. Et on a eu une croissance très significative puisqu'on a fait un accroissement d'environ entre 2 et 300 sites par an au cours des 3 dernières années. Donc, ça a été très dynamique en termes de développement. Pourquoi? Parce que il y a une demande des clients, premier point. Deuxième point, il y a le composant bio, effectivement, qui est majeur et qui nous motive beaucoup, dans la mesure où le 85 est lui aussi un produit très vertueux en termes environnementaux, hein, puisque les émissions de CO2 qui sont causées par le 85 sont vraiment très faibles, sont comparables à des émissions d'un véhicule électrique si on les mesure dans le contexte du puits à la roue. Oui, c'est ça. Il faut se placer dans ce schéma de mesure pour avoir cette vision-là. Donc, c'est un produit vertueux, objectivement. Le développement va se poursuivre. On voit bien qu'il y a non seulement, un développement donc, de la vente de véhicules flex fuel, donc, qui sont déjà équipés. Il y a aussi une accélération de la conversion des véhicules essence vers les véhicules compatibles 85. Tout ceci ne se ferait pas s'il n'y avait pas un réseau de distribution qui permet aux gens qui font ce choix de technologie d'avoir accès à l'énergie. Et je pense que notre réseau aujourd'hui est le principal réseau en France qui donne accès à cette énergie. Vous avez un objectif à 2030 aussi en nombre de stations? Peut-être moins que précis. Oui, peut-être avant 2025. L'objectif, je vais vous dire, je n'ai pas un chiffre précis en tête. J'ai le fait qu'on va continuer à se développer au pas du développement du marché. Oui, le marché est très dynamique. Il y a un doublement, c'est quand même un tout petit peu ralenti, mais
l'année dernière par rapport à l'année précédente, enfin, si on enlève les effets Covid, enfin, c'est les effets de saisonnalité, on était encore sur un doublement de la demande par rapport à l'année précédente, donc c'est extrêmement dynamique. Je précise aussi qu'une fois que j'ai équipé 760 sites en France, alors il y a 3500 sites à la marque, une des marques de Total Energy en France aujourd'hui, que ce soit Total Energy ou Elan, qui reste une marque qu'on a dans le monde, dans le monde rural précisément. Donc 3500, quand je suis à 762, c'est qu'en gros, j'ai équipé mon réseau de tête, plus ou moins. Oui. Puisque j'ai, sur ces 3500 sites Total Energy en France, j'en ai à peu près 1000 qu'on considère comme le réseau de tête, ce qu'on appelle les réseaux codos, c'est-à-dire qui sont des propriétés de Total et qui sont opérés par des gérants. On va continuer la progression. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. On voit que le marché est dynamique, on voit que la consommation est dynamique. Pour nous, c'est un vrai avantage de le faire pour plusieurs raisons. Un, on y voit la vertu environnementale et on est très heureux par conséquent d'accompagner ce mouvement. Deux, on y voit la vertu en termes de marketing puisqu'on offre une solution supplémentaire à nos clients qui est à un très bon prix, puisque le prix de l'E85 est significativement inférieur au prix de l'essence classique. Donc, ça donne à nos clients une solution énergétique bon marché et ça ne peut qu'être une bonne chose. Et puis trois, en termes de capacité de développement, de notre côté, on a vraiment l'empreinte, le réseau, les réseaux qui permettent de continuer de se développer. Donc, je peux faire des scénarios d'évolution qui finalement, in fine, me donnent des chiffres très précis d'évolution jusqu'en 2030. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a aucune intention de freiner notre mouvement, notre dynamique de développement. C'est-à-dire que si je peux continuer à accroître mon réseau d'une centaine ou de 150 sites par an, je suis très heureux de le faire. Alors, pour rester juste sur le bioéthanol, avec le bioéthanol, vous avez une activité essentiellement de distribution. Vous ne faites pas de raffinage, donc c'est un petit peu différent. Là, vous achetez l'éthanol aux groupes qui le produisent et après, vous le complétez alors, vous le complétez beaucoup pour le 10 et un peu moins avec le superéthanol E85. Alors oui, on a déjà une activité quand même d'incorporation. Oui, voilà, pas de l'incorporation. Et il faut quand même qu'en termes de logistique, dans nos dépôts, on soit équipé pour le faire. Donc, on s'est équipé pour le faire. Ça a quand même été des investissements qu'on a dû réaliser. Ça montre d'ailleurs notre engagement sur le long terme. Donc, c'est pas juste, c'est pas une substitution immédiate et absolument triviale. Il a quand même fallu qu'on adapte notre système logistique. Ensuite, il faut quand même qu'on distribue ce produit, enfin qu'on le transporte de manière ségrégée. On ne peut pas le transporter en même temps qu'un autre, je dis une évidence. Mais ça veut dire qu'en termes d'adaptation à la fois de nos dépôts et de nos systèmes de transport, il a quand même fallu qu'on travaille. Et puis, in fine, il faut quand même que j'adapte ma station. C'est-à-dire que soit j'ai dans ma station un bac disponible, ça c'est quand j'ai de la chance, j'ai un bac disponible ou qui est compartimenté et dans lequel je peux ségréguer un compartiment pour le 85. Et on va dire dans ce cas-là, notre vie est relativement facile. Il faut quand même faire quelques ajustements en termes ne serait-ce que de signalétique produit. Mais il y a quand même pas mal de cas où je dois investir sur le site pour y introduire le 85, c'est-à-dire soit dédier un bac qui n'était jusque-là pas dédié à le 85 à ce produit, mais du coup reporter le produit que j'ai ainsi, dont j'ai privé la capacité de stockage, le reporter sur un autre bac. Donc, en gros, il faut que je réorganise la distribution des produits au sein de mon site, ou bien il faut que j'investisse de manière un peu plus lourde, c'est-à-dire que j'ajoute de la capacité de stockage. Donc, c'est faisable, on a l'empreinte pour le faire, on a le système logistique, on a le système de transport et on a les stations-service disponibles pour le faire, mais c'est quand même quelque chose qui mobilise des équipes techniques. Et il y a des investissements. On a des campagnes en cours, d'un point de vue technique, on a des campagnes de déploiement de l'E85 qui chaque année se déploient, qui mobilisent d'ailleurs beaucoup de contractors, d'ingénieurs en interne, d'équipes de conception et de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, et qui derrière, donc, effectivement, se traduit par l'arrivée du produit dans une station. Mais ce n'est pas un claquement de doigts. Ok. Alors, sur le biodiesel, c'est un petit peu différent. Comment vous êtes impliqué justement dans cette filière? Alors, de plusieurs façons. D'abord, dans le biodiesel, il y a quand même l'incorporation croissante, donc la croissance du mandat bio en France, que nous supportons, on s'en réjouit, parce qu'effectivement, ça augmente la part de bio dans le produit. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a introduit depuis maintenant 2 ans dans notre réseau un nouveau carburant qui est le B10. Donc, on commercialise du B10. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 120 stations en France qui commercialisent du B10.
Donc, qui donc par définition… destiné à quoi? Enfin, Destiné aux véhicules légers classiques. D'accord. Donc commercialisé sur le segment du véhicule léger classique, qui est une particularité du réseau Total. Enfin, c'est une particularité en France et c'est une particularité de Total en France. Donc, c'est un produit qui, du coup, incorpore plus de bio que le diesel classique. D'ailleurs, l'argument de commercialisation du produit, c'est bien ça. C'est une plus forte incorporation de bio, donc une meilleure performance environnementale, ça c'est factuel. Et donc, ce produit est commercialisé dans 120 stations. Et on continue cette expérience, ce test. Et on a même l'intention, quelque part, de l'intensifier en insistant plus encore qu'on ne le fait aujourd'hui sur précisément le caractère de plus forte composante bio du produit par rapport au diesel classique. Juste rappelez-moi, le diesel classique, le taux d'incorporation de biodiesel, c'est 7%, c'est ça? Voilà, on l'appelle le B7. Voilà. Le B7. C'est ça, pour simplifier, le B7, on va dire, c'est 7 et le B10, c'est 10%. D'accord. Après, il y a les pourcentages d'énergie et les volumes, c'est un peu différent. Mais si on veut donner une idée générale, effectivement, de comment ça fonctionne, c'est bien ça le… D'accord. Et le B10 donc, peut être utilisé par des véhicules légers plus récents. Enfin, quel type de véhicules peuvent utiliser du B10? Il n'y a pas besoin de modification, quoi que ce soit. C'est plus… Non, absolument pas. Donc, il n'y a pas de modification nécessaire. Il faut bien regarder les instructions données par le constructeur automobile. Mais plutôt des moteurs récents, quoi, on va dire. Non, pas forcément. Oui, pas forcément. Non, d'accord. Alors, les voitures françaises sont particulièrement adaptées. OK. Donc, quand on regarde les instructions produites, enfin, les constructeurs automobiles produites par Groupe Stellantis ou par les ou Renault, l'utilisation du B10 est parfaitement compatible. Okay. C'est juste pour donner quelques exemples. Donc, il faut vraiment regarder les instructions du constructeur. Il y a un avantage prix pour le B10 par rapport au diesel classique, contrairement non, alors il n'y a pas d'avantage. Il y a un avantage prix à certains endroits, mais il y a un avantage taxe. Il est minime, objectivement, il est assez minime l'avantage prix. On ne parle pas de quelque chose. Au contraire de le 85, qui est vraiment un avantage prix très significatif, très fort, très visible. Oui. L'avantage prix entre un B10 et un B7, on va être de l'ordre de 1 centime du litre, enfin quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est plus une conviction, on va dire. Alors exactement. Du coup, ça va pas être l'angle de commercialisation, ne va pas être le prix, parce que on n'aura pas la capacité finalement de vraiment créer cet avantage prix, parce qu'on n'aura pas la capacité économique. Mais l'angle de commercialisation, et ce qui nous intéresse de tester d'ailleurs au travers de cette expérience B10, c'est aussi l'appétence du consommateur par rapport à une incorporation plus forte de bio. On y croit. Moi, je suis personnellement convaincu du fait que ça présente un vrai avantage pour le consommateur, parce que ça présente un avantage de performance environnementale générale. Et donc, c'est ça qui va être utilisé comme argument de commercialisation principal. D'accord. Donc, on pourrait s'appuyer sur les agriculteurs, notamment producteurs de colza, pour pousser en fait ce produit B10. Ah ben déjà, pour donner l'exemple. Pour donner l'exemple, voilà, c'est ça. On compte sur vous en tant que consommateur. Non, mais souvent, effectivement, il faut qu'on arrive à mettre tous en cohérence nos raisonnements citoyens et nos raisonnements consommateurs. Donc, effectivement, là, c'est vraiment l'idée de ce produit, c'est d'offrir un produit qui, fondamentalement, va être commercialisé selon l'angle de la performance environnementale. Je suis prudent avec les termes, parce que de meilleure performance environnementale, ça reste quand même un B10, c'est-à-dire qu'il y a quand même une forte proportion d'hydrocarbures dans ce produit. Je ne veux pas être mal compris, mais elle est meilleure parce qu'il y a une plus forte incorporation de bio. Et donc, effectivement, l'idée, ce serait que le consommateur d'un côté et le citoyen de l'autre se mettent en cohérence dans le choix du produit. D'accord. Alors, justement… Alors ensuite, dans les biocarburants, je continue. Allez-y, pardon. Non, allez-y. Après, je passerai à un autre sujet en lien… Non, mais au-delà de l'incorporation, donc au-delà du mandat bio, il y a effectivement la production de biocarburants, puisque le groupe est quand même maintenant très fortement impliqué dans la production de biocarburants. Donc, c'est peut-être là-dessus que vous vouliez venir. Voilà, exactement. Voilà. Donc, justement, ces biocarburants sont fabriqués à partir de matières premières agricoles.
Donc là, je souhaitais vous parler de la raffinerie de la Mède qui a fait beaucoup et depuis longtemps couler de l'encre. Il y a eu pas mal de recours qui ont été menés par des associations environnementales à l'encontre de cette bioraffinerie, accusée d'importer de l'huile de palme conduisant à la déforestation et à un bilan environnemental déplorable. Il y a une décision de justice récemment donc, qui a demandé à Total de revoir un petit peu sa copie, notamment liée à l'étude d'impact, en prenant en compte le climat et notamment la déforestation sur ce site. Alors, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Est-ce qu'il va y avoir des adaptations par rapport à vos objectifs que vous aviez initialement sur cette production à la raffinerie La Mède? Voilà. D'abord, je viens bien sûr sur la question, mais d'abord, quand j'avais entendu parler de ce projet La Mède, je m'étais réjoui. Je voudrais quand même commencer par une note positive. Nous dire C'est quand même fondamentalement une usine qui était une raffinerie, qui produisait des produits hydrocarbonés et qui aujourd'hui parce qu'en fait, c'est une reconversion, cette usine. Hein. C'est une reconversion. Il y a eu des emplois préservés. Il y a fondamentalement une bonne nouvelle dans la mesure où c'est un site industriel en France qui a trouvé un avenir et qui, fondamentalement, produit des produits du futur et qui sont donc des carburants bio. Donc ça, c'est quand même une première chose qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que fondamentalement, au début de cette histoire, il y a cette bonne nouvelle. Bon. Ensuite, vous posez la question de la charge, enfin, ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire de l'input, du feedstock, du produit qui rentre dans l'usine pour ensuite être transformé. Alors, je n'ai pas l'information précise de l'évolution dans le temps du feedstock, mais le groupe, la compagnie Total Energy est dans son environnement et écoute ce qu'on lui dit. Mais on conviendra du fait que le principal dans cette affaire, c'est d'avoir l'usine. Ensuite, de modifier dans le temps les intrants dans cette usine pour donc modifier uniquement la qualité des intrants, c'est quelque chose qui est finalement assez gérable et qui se fera, j'imagine, dans le temps. Je ne suis pas directement impliqué je réponds de manière pas tout à fait précise parce que je ne suis pas directement impliqué dans le processus de fabrication à la Mède ni dans les décisions qui sont prises sur les qualités des intrants de l'usine. Mais il ne faut pas qu'on réduise la question de l'usine de la Mède au choix des intrants qui est fait dans sa production. Même juste une question peut-être, pourquoi avoir choisi les importations d'huile de palme pour alimenter cette usine alors qu'il y a de la matière agricole en France, en Europe, au plus proche de colza, de léagineux? C'est une usine qui fondamentalement a un rôle international puisqu'en fait elle s'adresse à un marché en Europe. Donc pour ce qui concerne le marché français et pour ce qui concerne la quantité produite par la Mède à destination du marché français, elle est garantie sans huile de palme. Non, notamment le B10, on respecte la législation. Donc, tout ce qui concerne le marché français est garanti sans huile de palme. Il y a des marchés européens dans lesquels, au contraire, l'huile de palme fait partie du mix du produit commercialisé. Donc, la Mède n'est pas une usine qui est uniquement dédiée au marché français. Par contre, pour ce qui concerne le marché français, évidemment, on respecte la législation française. Et donc, de ce point de vue-là, on est parfaitement en conformité. Donc, ce n'est pas produit à la Mède, du coup? Si? C'est produit à la Mède. D'accord, ok. Donc, la Mède n'utilise pas que de l'huile de palme dans ses matières premières. Ah oui, absolument pas. Non, absolument pas. Oui. Ah, mais c'est bien l'idée. Et d'ailleurs, l'un des autres points qu'il faut souligner, c'est que de manière croissante, la Mède utilise des huiles régénérées. Et l'idée, c'est effectivement, c'est d'être de moins en moins en situation d'utiliser des produits on va dire de première génération et d'arriver au contraire à utiliser de plus en plus des produits de deuxième génération issus du recyclage. Ce qui évite de rentrer en compétition avec une production destinée à l'alimentation. Donc, et ce qui met en valeur, ce qui valorise finalement toute une filière de recyclage d'huile usée, par exemple, ou de carcasse animale. Donc, on voit bien que ce type d'intrant à la Mède
a une double vertu, c'est que, bon, il est compatible avec la législation française, donc ça c'est un premier point, il est évident. Le deuxième point, c'est qu'il met en valeur des filières de recyclage qui se créent et qui se montent afin de vraiment constituer des chaînes complètes de recyclage en termes des intrants et ensuite de production de produits bio dans l'usine. Donc, il y a une Et évolution la décision de progressive. justice, Pardon. la décision de justice qui date d'il y a quelques semaines, est-ce que ça va vous contraindre à revoir un petit peu votre copie ou à adapter le modèle d'approvisionnement? Je ne suis pas suffisamment expert, honnêtement, sur ce sujet de… Ok. Bon, Mais il y a une entendu. évolution, enfin, quand je vous dis vraiment l'évolution majeure, c'est qu'on a une part croissante dans les matières premières utilisées par l'AMED, d'huile issue du recyclage ou de carcasses animales issues du recyclage. Okay. Donc, en gros, la revalorisation de déchets qui permet d'alimenter l'usine. Okay. Entendu. Nicole? Oui, on a fait le tour sur la partie biocarburant. Alors, il y a le biogaz aussi. Hein. Oui, mais on va en parler justement. D'accord. Oui, exactement. On passe… il y a peut-être un point, excusez-moi, sur les biocarburants, il y a le fait que ces productions de l'AMED sont quand même une matière première aux biocarburants aériens. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah oui, par rapport aux avions. Je parle de la propulsion des avions. Oui. Donc je parle d'offrir à la filière aérienne un carburant. Oui, vous êtes dans la recherche sur ce point-là. On a fait le premier vol avec Air France au mois de mai. Un premier vol 100% bio. Et donc, à partir de… Donc on est presque au-delà de la recherche maintenant. Oui, à partir de quoi comme matière première agricole alors là? Là, vraiment, on est dans ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que l'HVO produit à l'AMED, donc c'est le produit de base du biocarburant aérien, et la matière première qui est utilisée, c'est vraiment les résidus en provenance de l'économie circulaire, c'est-à-dire des huiles usagées ou bien des carcasses animales qui sont des intrants au niveau de l'usine. Donc, ça donne, là, vous êtes dans l'espoir, oui, on peut dire ça, une alternative au kérosène en utilisant des biocarburants pour les avions. Absolument, c'est un substitut kérosène. C'est un substitut au kérosène, oui, d'accord. Ouais. Et vous, vous y croyez? Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes déjà vous avez fait un premier essai. Est-ce que vous êtes déjà dans une planification d'un développement, ou est-ce qu'on en est encore à convaincre, on va dire, des compagnies aériennes aussi, parce que j'imagine que… Est-ce qu'il y a des modifications des moteurs? Est-ce que ça peut s'appliquer déjà à des avions qui sont dans le circuit? Ou au contraire être obligé d'attendre des nouvelles générations d'avions? Même au-delà de ça, en fait, il n'y aura pas… quand on prend la mobilité terrestre, c'est-à-dire si on prend la voiture personnelle, le véhicule léger à usage privé, on voit bien qu'il y aura une palette de solutions énergétiques qui vont se développer. Oui. L'électricité en ville, on voit l'hydrogène à moyen terme aussi potentiellement se développer. Il y a des véhicules aussi qui sont développés à partir de gaz naturel. Donc, il y a toute une palette de choix qui sont disponibles. Si on regarde les camions, donc là, toujours la mobilité terrestre, pareil, on a de la mobilité hydrogène qui est envisagée. On a aujourd'hui immédiatement possible une transformation des usages vers la mobilité basée sur le gaz naturel, donc le GNC, le gaz naturel comprimé ou le gaz naturel liquéfié. Il y a des camions qui existent qui permettent aux sociétés de transport de faire ce choix de substitution. Pour ce qui concerne les carburants aériens, c'est beaucoup plus limité. Oui. Et donc, le substitut, la solution de substitution qui aujourd'hui est disponible, la seule à ce stade, c'est le biocarburant. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est d'autant plus pertinent de se dire que cette fabrication à l'AMED, qui est la fabrication qui est le produit de base de fabrication donc, du biocarburant aérien, c'est vraiment la constitution d'une filière crédible
de substitution pour les compagnies aériennes du kérosène par un produit alternatif. Et on serait vers un mélange, un peu comme on a le B7 ou le E10, on serait sur un mélange ou alors vraiment une substitution totale? Pour l'instant, c'est déjà décidé, enfin, on le sait déjà ou c'est encore trop tôt? C'est trop tôt. L'ambition, c'est d'avoir d'avoir une intégration. Oui. Donc, effectivement, déjà, il y a l'idée d'avoir un mélange, une intégration qui augmente dans le temps. Donc, c'est une forme de mandat. Oui. Après, ça dépendra aussi un peu de la stratégie des compagnies aériennes et de la façon dont elles veulent se positionner par rapport à cela. Donc, c'est co-construit. C'est-à-dire que certaines compagnies aériennes vont peut-être vouloir effectivement faire du 100% bio. Peut-être que d'autres se diront une incorporation sur l'ensemble de mes opérations est vertueuse. C'est en train de se construire. Le premier point, c'est qu'il faut que la solution technique, effectivement, soit bien validée. Et là, les premiers vols qui ont été faits, c'est un grand pas vers cela. C'est quelque chose de nouveau et il faut d'abord le saluer. C'est-à-dire que c'est quand même une première, ce vol qui a été effectué, avec un biocarburant aérien, made in France d'ailleurs, 100% made in France, avec Air France. Il y a Marc Nicole, journaliste à Agra, qui travaille pas mal sur ce sujet, mais pour l'instant, Air France ne veut pas entendre parler de produits alimentaires convertis en biocarburant pour les avions. Donc, est-ce que l'ouverture au biodiesel est définitivement fermée en fait par les compagnies aériennes? Non, mais c'est pour ça qu'effectivement, produits alimentaires, c'est bien ce qu'on se dit, c'est-à-dire quand vous utilisez un bio de première génération, qui est par conséquent un bio qui potentiellement est un bio qui va dans la filière alimentaire, ça peut poser cette question. Si par contre, votre matière première pour votre usine, c'est des huiles issues d'un recyclage, donc des huiles usées, des huiles de friture usées par exemple, ou de la carcasse animale qui n'a pas d'autre valorisation, vous ne rentrez pas, vous n'êtes pas en première génération, vous ne rentrez pas directement dans la compétition avec une matière première alimentaire. Donc, vivement que les restaurants rouvrent. On peut dire ça. Mais les gens cuisinent. Je vois que le tourne, on passe à la méthanisation. On passe effectivement à la biomasse, effectivement. Mais bon, voilà. Alors, donc, effectivement, en ce qui concerne la méthanisation, Total Energy vient de racheter Fonroche et vous devenez de cette façon le leader du gaz renouvelable, dites-vous, donc avec 10% de part de marché. Alors, est-ce que vous pensez que ce marché va vraiment décoller demain? Parce qu'en France, on voit bien que les choses ne sont quand même pas simples en termes de développement de ces unités de méthanisation. Et puis, là aussi, quels sont vos objectifs de développement? Peut-être que vous pouvez revenir aussi sur cette acquisition. Oui, absolument. Alors, tout le monde n'est pas forcément bien au courant parmi nos membres, je pense. Oui, donc on a fait l'acquisition effectivement de Fonroche, basé à Agen. Donc c'est le numéro 1 français, on l'a prétendu, mais je pense qu'on peut le prétendre. Il y a 7 usines aujourd'hui de méthanisation chez Fonroche, il y en a 4 de plus en projet. Donc c'est quand même c'est le leader français en termes de production. L'idée, c'est il y a un développement aujourd'hui du gaz, déjà pour commencer, dans le transport en France. C'est-à-dire que de plus en plus de transporteurs en France font le choix de la mobilité gaz. Donc, soit GNC, gaz naturel comprimé, soit GNL, gaz naturel liquéfié. La différence entre les deux, c'est que quand vous avez du gaz naturel liquéfié, il est liquide, donc il est extrêmement comprimé. Et donc, la quantité d'énergie que vous stockez dans un espace donné est plus élevée que quand il est juste comprimé, puisqu'il est un peu plus dilué. Et donc, la quantité d'énergie que vous stockez dans le même espace est moins élevée. Ayant dit cela, aujourd'hui, un véhicule, un camion qui est propulsé au GNC a une autonomie qui varie entre 500 et 800 km. Donc, c'est déjà des autonomies très significatives et qui permettent parfaitement à des entreprises de transport, alors peut-être pas au transport international avec des très longues distances, mais des entreprises de transport régionales ou même nationales, de s'équiper avec la mobilité gaz. Donc, on a un nombre croissant de stations-service disponibles. On a l'objectif d'en avoir 110 sur le territoire français sous 3 ans. Alors, 110, ça paraît peut-être pas très important par rapport aux 3500 stations de Total Energy dont je parlais tout à l'heure.
mais on est dans une mobilité truck. Ouais, Donc, on donc, a une mobilité pour les professionnelle autoroutes, en avec fait. des camions qui, effectivement, prévoient leur trajet à l'avance. Et donc, avec nos 110 stations Total Énergie en France, GNC, on maille bien l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, vous êtes à combien? Aujourd'hui, on a une trentaine. D'accord, ouais, donc il y a un gros C'est développement déjà attendu. significatif, mais on a encore un peu de chemin devant nous. Mais cette trentaine de stations, les chiffres qu'on constate auprès de ces 30 stations sont très prometteurs. C'est-à-dire que c'est ce qui me permet de prétendre le fait qu'il y a un nombre croissant d'entreprises de transport qui font le choix de cette mobilité gaz, c'est que les stations qu'on a ouvertes sont un succès commercial. Et puisque c'est un succès commercial, c'est aussi un succès pour les entreprises de transport qui ont fait ce chemin. Ça, c'est un point de départ. Pourquoi ça? J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est que le gaz, d'abord, a un avantage CO2 en soi. Je disais à peu près 15% de réduction d'émissions de CO2 par rapport à du diesel classique. Il a aussi l'avantage de réduction drastique des polluants. C'est 90% de réduction des NOx, ce qu'on appelle les NOx. Et puis, il y a la réduction de la pollution sonore. Bon. Après, il est évident que dans les perspectives de développement de cette énergie, il est souhaitable qu'il y ait une incorporation croissante de bio. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises de transport qui font le choix de cette mobilité gaz s'équipent en camions, c'est des investissements qui sont conséquents, et il faut offrir des perspectives de développement long terme à ces entreprises, et ça passe par une incorporation croissante de biogaz dans le gaz qui est vendu. Donc, c'est déjà le cas. On commercialise déjà dans nos stations-service en France, à nos clients, on donne déjà la possibilité d'incorporer du bio à des pourcentages qu'ils peuvent d'ailleurs définir eux-mêmes. D'accord. Biogaz dans le gaz qu'ils nous achètent. Donc là, c'est du biogaz issu de méthaniseurs dans les fermes, notamment. Absolument, notamment. Donc voilà, si vous voulez, la logique de la consommation et la filière, c'est vraiment ça. On part des choix qui sont faits par les entreprises de transport et on leur donne la possibilité de choisir donc une incorporation croissante de biogaz dans leur énergie. Donc c'est le cas. Donc Fonroche, de ce point de vue-là, ça s'intègre parfaitement puisqu'on voit bien qu'il y a une cohérence entre le fait d'être producteur de biogaz, le fait d'être aussi distributeur au travers de nos stations-service de gaz et de biogaz, puisque par exemple à notre station de Gennevilliers, pour vous donner un exemple très concret, le client peut choisir le taux d'incorporation de biogaz dans son gaz, et ça va jusqu'à 100%. Et alors, donc vous avez expliqué Fonroche, ils ont à des usines de méthanisation. Comment vous vous positionnez sur la méthanisation agricole, on va dire? Est-ce que vous l'accompagnez? Comment… Oui, je pense que je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, bien entendu. Donc la méthanisation agricole fait partie, surtout en France, j'aurais tendance à dire, on a quand même une industrie agricole significative, on a cette chance. Donc évidemment que à deux titres, c'est-à-dire qu'il y a le fait d'avoir l'industrie agricole impliquée auprès de nous comme partenaire pour les intrants, c'est-à-dire pour la matière première. Et puis ensuite, dans le procédé de fabrication, il y a aussi la notion de d'épandage de résidus de fabrication. Des résidus de méthaniseurs. Voilà, absolument. Et donc là, pareil, on a la chance en France d'avoir quand même des terres agricoles en une surface significative qui, pour le coup, donnent une perspective à ce développement. Ma question, c'était est-ce que un agriculteur qui veut investir ou des agriculteurs, parce qu'en général, ça n'est pas un, mais plusieurs agriculteurs qui veulent se lancer dans un méthaniseur, est-ce que Fonroche les accompagne en fait pour installer installer ce méthaniseur? Est-ce que c'est comme ça que Fonroche intervient, ou est-ce que c'est là, du coup, je dis vraiment parce que je connais pas bien cette entreprise, ou est-ce que Fonroche, c'est plutôt des grandes unités de méthanisation qui va chercher en fait de la matière première autour de son site? Vous voyez ce que je veux dire? Bonne question. J'avoue que je n'ai pas la réponse précise. Intuitivement, j'aurais tendance à vous dire probablement un peu des deux. Des deux, d'accord. C'est-à-dire, il y a probablement du sens à faire du partenariat avec des fournisseurs sur lesquels on peut compter.
et puis aussi du sens quand la ressource est disponible à aller la chercher. Mais je ne veux pas vous répondre des choses qui ne seraient pas exactes. Je pense que c'est Fonroche là, qui doit vraiment se répondre directement à cette question. D'accord. Mais en tout cas, on est dans de l'incorporation comment Oui. dire On peut être à 100%. Si c'est le sens de votre question, il est tout à fait possible aujourd'hui d'avoir un camion propulsé à 100% au biogaz. Voilà. D'ailleurs, il y a des fermes aujourd'hui qui distribuent leur propre biogaz directement avec une pompe installée à la ferme. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible, c'est techniquement faisable, il n'y a aucun problème. Là encore, de la même façon que je vous disais tout à l'heure, c'est un choix de client. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix du client en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite obtenir, de sa stratégie. Est-ce que finalement, il veut avoir une solution énergétique qui incorpore une proportion de bio, ou est-ce qu'il veut avoir, pour tout ou partie de son parc, une propulsion 100% bio? D'accord. Choix à faire. En tout cas, il est possible et on le rend possible, puisqu'en fait, sur nos stations, et même au travers en fait, beaucoup de nos clients, qui sont des clients de transport, des sociétés de transport, sont en fait clients au travers de notre carte. Donc, il y a une carte pétrolière, enfin qu'on appelait pétrolière, qui est maintenant une carte multi-énergie, la carte Total Énergie, qui donc permet au client, quand il vient sur un site de Total Énergie, de s'identifier et de réaliser sa transaction. Et donc, au travers de cette carte, on arrive à prédéterminer, à prédéfinir pour le client individuellement son taux d'incorporation de bio. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Alors, donc, c'est un secteur qui est encore assez morcelé, hein, puisqu'on l'a vu, vous êtes leader, mais avec 10% du marché. Donc, c'est un secteur qui va certainement se structurer et se concentrer au fil des années. Et c'est aussi le cas, je pense, dans l'agrivoltaïsme, où vous êtes présent depuis déjà de nombreuses années à travers différentes filiales, donc vous allez pouvoir nous en parler. Alors là, pareil, un petit peu, comment Total intervient dans ce secteur qui est encore en plein développement en France, et quels sont vos objectifs de développement là-dessus? Alors, comment Total Énergie intervient? Voilà, pardon. On va s'y faire. On va s'y faire. Il y a toujours un peu de temps là. Alors moi, c'est un secteur que je découvre et honnêtement, je trouve que c'est très intéressant. Parce que longtemps, on a dit il y a la problématique de la compétition entre la surface agricole dédiée à la culture agricole, qui est quand même, on a devant nous une croissance de la population mondiale, donc un besoin croissant de production d'alimentation de qualité, et c'est le cas en France. Et donc, on ne peut pas se retrouver dans une équation impossible de mise en concurrence d'un côté de terres qui sont dédiées à la production alimentaire et de l'autre de terres qui seraient dédiées à la production d'énergie. Et donc, l'agrivoltaïsme offre une réponse intéressante puisque ça rend les deux choses compatibles. Donc, je pense que c'est d'abord une question technique. Et moi, j'étais très intéressé de découvrir, donc d'un point de vue technique, ce que ça génère et que ça promet. Nous, en tout cas, les trois objectifs qu'on s'est fixés dans le développement de ces solutions d'agrivoltaïsme, c'est les rendements. Il faut préserver, voire augmenter les rendements agricoles, donc cultiver des terres qui sont équipées de ces ombrières solaires. Donc, pour rappel, il s'agit d'installer sur des terres agricoles qui restent des terres agricoles, donc qui restent des terres destinées à la production d'alimentation. Il s'agit d'y installer des ombrières, par exemple, équipées de panneaux solaires. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces ombrières et cet équipement de panneaux solaires, ne nuit pas au rendement agricole, voire même au contraire, le favorise. Et là, c'est la question donc, du choix des semences, du choix de la stratégie, j'aurais tendance à dire, agricole en tant que telle. Il y a des semences qui sont beaucoup plus compatibles que d'autres. Alors, j'ai quelques exemples intéressants, mais il s'avère qu'effectivement, on disait que les semences les plus intéressantes dans ce domaine, c'était… Alors, attendez, j'avais ça tout à l'heure à disposition de mémoire. La vigne, alors je vous le dis de tête, il y avait la vigne en particulier qui s'adapte particulièrement bien. Et puis, tout ce qui est plantes aromatiques et plantes à destination de fabrication de parfums. Donc,
Donc, c'est pour donner juste quelques exemples concrets. Oui, il y a le maraîchage aussi un petit peu, hein, dans certains… Et il y a un peu de maraîchage, mais là encore, il faut être sélectif dans le type de… Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une question d'abord de stratégie, effectivement, d'ensemencement. En fonction de la stratégie d'ensemencement, on arrive effectivement à faire en sorte que l'ombrière serve à l'augmentation du rendement agricole et non pas soit une nuisance. Donc ça, c'est le premier objectif qu'on se donne. Deuxième objectif, l'économie d'eau. C'est-à-dire, si on a une stratégie d'ombrière bien calculée, on peut faire en sorte qu'effectivement, il y ait une économie d'eau qui a une double vertu, qui a une vertu environnementale et économique. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de surfaces agricoles à cause du climat qui nécessite donc l'arrosage. Et l'arrosage est à la fois environnementalement pas trop souhaitable, mais en plus coûte aux exploitations agricoles concernées. Et puis le troisième objectif stratégique qu'on s'était fixé, c'était qu'effectivement, cet agrivoltaïsme, donc ces ombrières installées sur les surfaces agricoles, permettent de protéger les surfaces agricoles. Donc c'est la protection contre les intempéries. Je pense à la grêle, ou je pense à des pluies très fortes, et en particulier la grêle. On sait très bien que pour les vignes, ça peut être nuisible. Donc, déjà, ce premier point est très intéressant en soi, c'est-à-dire qu'on a trouvé là probablement un moyen de combiner à la fois la nécessité de production d'énergie et en plus le fait de favoriser une culture alimentaire de qualité et à un rendement élevé. Et quel est le business model là-dessus de Total Energy sur ce secteur? Comment vous faites pas les panneaux, en fait, vous construisez pas les panneaux? À la fabrication des panneaux. Vous apportez une solution en fait globale à l'agriculteur? On apporte une solution globale à l'agriculteur qui consiste à d'abord l'aider dans le dimensionnement de son projet. D'accord. Ensuite, de déterminer comment se passe la connexion avec le réseau. Il y a des cas d'autoconsommation, donc il y a plusieurs cas à calculer. Il y a des cas d'autoconsommation qui font du sens, des cas de revente de l'énergie sur le réseau. Donc il y a surtout toute l'ingénierie et tout l'accompagnement en termes de maîtrise d'ouvrage, puisque ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air. Et puis, il y a des partenariats qui sont faits donc avec des sociétés. Il y a InVivo, par exemple, qui nous aide beaucoup pour le développement du modèle en soi, puisque, au fond, l'objectif que j'ai fixé, les trois objectifs que j'ai fixés au début, à part l'objectif économique qui est évident, mais qui sont les objectifs donc, de rendement agricole, d'économie d'eau et de protection des cultures, ça demande aussi pas mal d'ingénierie, d'ingénierie agricole. Donc, les partenariats qu'on a avec InVivo permettent effectivement de penser ces solutions d'ingénierie agricole. D'un point de vue économique, là, nous, on est beaucoup plus experts sur effectivement la partie donc, économique et production d'énergie. La partie accompagnement en termes techniques du projet, parce que c'est des projets qui ne sont pas aussi évidents que cela. Et puis, donc, on a aussi un accompagnement technique avec des startups françaises. Donc, en particulier, donc, il y a la startup Ombrea, qui est une startup DEX, qui nous aide beaucoup. Hein, avec, donc, il faut que les ombrières en soi soient compatibles. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, les trois objectifs qu'on se fixe, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel type d'ombrière, ce n'est pas n'importe quel type d'inclinaison des panneaux. Ça veut dire aussi un pilotage intelligent des panneaux pour piloter la problématique de l'ensoleillement. Comment est votre terrain? Est-ce qu'il est bien, dans quel sens est-il positionné? Et en fonction du positionnement de votre terrain, c'est vraiment du coup humain pour chaque exploitation, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'ingénierie et de calcul, et donc de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Et je pense qu'on apporte beaucoup de soutien en termes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre sur ce type de projet. Est-ce que vous connaissez le nombre de surfaces, le nombre d'hectares qui sont couverts par vos solutions? Alors aujourd'hui, je sais qu'on a des projets qui… Non, je vais vous dire des bêtises. Alors, attendez, j'ai peut-être ça quelque part, mais je ne crois pas. En nombre d'hectares, je l'ai en mégawatts, mais ça vous parle moins. Oui, mais c'est quand même intéressant, si vous avez, oui. L'ambition, c'est d'arriver à 500 mégawatts. Et aujourd'hui, vous avez combien? C'est quand même significatif. Aujourd'hui, on a au moins… On doit avoir une cinquantaine de mégawatts. Parce que vous voyez, quand on gagne des projets, on a gagné un projet récemment, donc… un communiqué de presse qui a été sorti puisqu'on avait gagné des projets donc, de production d'électricité renouvelable en France. C'est des projets qui tournaient aux alentours de 16 mégawatts. Ça, c'était sur la région Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, les 500 font du sens. Et les 500, c'est à quel horizon?
c'est l'horizon 2025. D'accord. Oui, Ok. très rapproché. C'est très rapproché. Très bien. Et ça fait partie de la stratégie donc, de développement de la production d'électricité renouvelable. Alors, je pense que c'est l'ambition. Une ambition, ça fixe un cap. Ça peut être plus. Oui, bien sûr. Ça peut être plus. Puisqu'on voit bien qu'il faut qu'on arrive, et je crois que c'est le cas, mais il faut qu'on arrive véritablement à faire entrer l'idée qu'on a une solution qui rend compatible la production d'électricité renouvelable par Total Energy et la préservation des surfaces cultivables. Alors, avant de laisser la place aux questions de nos membres, Il y a la partie, voilà. il Donc, restera la partie maillage on a une territorial. dernière partie consacrée au maillage territorial et les services apportés par Total Energy aux agriculteurs. Effectivement, Total Energy dispose encore d'un réseau de distribution très fort en région, y compris dans les campagnes, hein, vous le disiez tout à l'heure. Alors, est-ce que ça va perdurer avec les évolutions du travail, de la consommation, de la mobilité? Parce qu'on voit que la vie d'avant Covid ne sera peut-être pas pareille que la vie la vie d'après, je ne sais pas. Et puis, justement, quelles conséquences cette crise sanitaire a eu sur votre activité? Voilà, combien il y a de stations-service en France et puis comment ça risque d'évoluer? Alors, ça va perdurer et ça doit perdurer. C'est-à-dire que c'est notre objectif. Et c'est un engagement même que ça perdure. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on y voit un intérêt. C'est-à-dire qu'on a une présence effectivement très, très fine sur l'ensemble du territoire français. C'est un avantage, c'est un atout. Il y a beaucoup d'activités économiques dans ce qui s'appelle les campagnes, improprement, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, il y a un grand dynamisme économique. Et donc, ce n'est pas, si vous voulez, une forme de développement durable forcé. Donc, et je le dis pas, enfin, c'est ce qui se passe réellement. Le deuxième point, on est encore très créatif avec nos partenaires dans ces territoires. C'est-à-dire que nos points de vente sont diversifiés, sont très diversifiés. Et c'est même peut-être dans ces territoires qu'on est le plus dynamique et le plus innovant en termes de diversification. Et justement, une station-service dans une grande ville est souvent très centrée sur son activité principale, c'est-à-dire en gros la distribution d'énergie. Et d'ailleurs, je précise qu'une station-service, il ne faut plus l'associer à la distribution d'énergie hydrocarbonée seulement. Un nombre très significatif de stations-service aujourd'hui distribuent, par exemple, au travers des bornes électriques de l'électricité. Et puis, on vient d'ouvrir notre première station 100% électrique sur le circulaire de la Défense, qui donc était une station thermique précédemment et qui aujourd'hui est une station 100% électricité. C'est juste pour qu'on dise bien maintenant, station-service, c'est multi-énergie. Total Energy, en tout cas, les stations-service de Total Energy sont multi-énergie. Mais la diversification va au-delà de ça. Et en plus, et comme je le disais, elle est très créatrice et très créative dans les territoires ruraux, puisqu'on voit donc beaucoup d'activités de distribution de produits alimentaires. Ça, c'est la distribution au sens général. Beaucoup d'activités de lavage de véhicules qui s'y développent. Beaucoup d'activités de distribution de pellets de bois. Beaucoup d'activités de services à la personne. Donc, de plus en plus, on a des bornes dans les stations qui offrent des services, par exemple des services administratifs, des accès à des services administratifs. Et donc, ces lieux de vie, et c'est aussi des lieux de socialisation et des lieux de vie, ils font du sens d'un point de vue économique, c'est le premier point que je veux souligner. Et ensuite, ils font du sens d'un point de vue sociétal, puisqu'il y a certaines villes dans lesquelles il y a deux employeurs principaux, et je pense que je n'exagère pas quand je dis ça. C'est d'un côté peut-être un magasin, et puis de l'autre, la station Total Energy. Donc, on veut préserver ça. On veut préserver ça parce que ça fait du sens sur le long terme en plus, puisque en fait, ce sont des territoires qui ont un avenir économique, objectivement. Même s'il y a un phénomène démographique que vous soulignez dans la question, c'est des territoires qui, pour autant, dans ce qu'on voit, ne faiblissent pas en termes de dynamisme économique et de création de valeur. Donc, on est là pour accompagner. Il y a beaucoup de produits de Total Energy qui sont concernés. On vient de parler de l'agrivoltaïsme juste avant. Il y a donc effectivement la distribution d'énergie au sens large, y compris d'ailleurs l'énergie électrique potentiellement. Il y a aussi les lubrifiants. Il y a alors, ce n'est pas forcément au travers des stations Total Energy que
que les lubrifiants sont distribués, mais il y a aussi un commerce significatif, assez dynamique de lubrifiants dans les territoires ruraux. Il y a aussi un commerce dynamique de contrats de gaz, électricité dans les territoires ruraux au travers de nos filiales du commerce général. On a beaucoup de clients des territoires ruraux qui sont donc des clients de Total Énergie aussi au titre de leur contrat gaz, électricité. Et donc, on voit bien que dans ces territoires, on a vraiment un dynamisme très fort et qu'on accompagne. Et vous arrivez à stabiliser le nombre de stations-service dans les territoires ruraux? Parce qu'il y a eu quand même une baisse régulière depuis de nombreuses années. Alors, aujourd'hui, c'est stabilisé et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on a un nombre, depuis 3 ans, on a un nombre étal, même 4 ans. Depuis 4 ans, on a un nombre étal de stations-service en France avec l'objectif d'avoir 90% des Français à moins de 15 minutes d'une station Total Énergie. Et on tient cet objectif. Donc, 90% des Français à moins de 15 minutes, c'est un maillage qui est quand même très conséquent. Et le deuxième point, c'est même on continue à se développer. C'est-à-dire qu'il y a même des territoires ruraux dans lesquels nous ne sommes pas présents, sur lesquels on souhaite être présent, et donc dans lesquels on développe des projets de présence de stations. Donc, c'est le cas aujourd'hui encore. D'accord. Et finalement, vous savez, la réduction, s'il y aura forcément, vu la transformation énergétique en cours, il y aura forcément des stations-service qui peut-être ne perdureront pas. Ce n'est pas dans les territoires ruraux en premier que ça se passera. Parce qu'en fait, le gros de la mobilité électrique est en train d'advenir et on est un support à cela aussi. C'est surtout d'abord et avant tout aujourd'hui dans les grandes villes qui créent des ZFE, donc des eaux de faible émission. On le voit à Paris où il y a beaucoup de stations qui ont fermé. On le voit à Paris et effectivement, c'est plus, si vous voulez, dans ces grandes villes qu'on aura des difficultés à maintenir notre présence, notre maillage de réseau, que dans les territoires ruraux où on a un maillage réseau qui, a priori, les stations Total Énergie sont là pour durer. Et de la même façon, le télétravail se développe aussi plutôt dans les grandes villes et non pas parce qu'il n'y a pas tant que ça de travail possiblement en télétravail dans les territoires ruraux, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est bien ça l'évolution qu'on voit. C'est exactement cela. D'accord. Et alors, à côté de ça, effectivement, vous avez un réseau, vous l'avez évoqué, un réseau de distribution de gazole non routier et de lubrifiants là, qui concerne les agriculteurs. Oui. Donc, justement, compte tenu du nombre d'agriculteurs, est-ce qu'il y a un risque sur le maintien de ce réseau, là aussi? Et puis, parce que, quelle est l'activité en fait, ce réseau de distribution, il n'a pas que l'activité gazole non routier. Alors, c'est peut-être pas forcément très, très connu, mais voilà, combien il y a de distributeurs sur la France? Comment c'est organisé? Alors, on a beaucoup de ce qu'on appelle des agences de notre activité de commerce général. On couvre tout le territoire. Alors, le nombre d'agences, c'est presque anecdotique. Alors, j'ai les chiffres précis quelque part, mais ce n'est pas ce qui compte le plus. Au fond, ce qui compte, c'est que vraiment, on est commercialement présent auprès des territoires. Donc, on a 4 grandes filiales en France qui couvrent le territoire français en termes de distribution de GNR. Elles-mêmes, chacune de ces 4 grandes filiales ont une 50aine d'agences chacune. Et ça fait à peu près en tout un peu moins de 200 agences basées sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est pas. Alors, pourquoi on est comme ça? Parce que la volonté, c'est vraiment d'être au plus près des clients. Et ça fait du sens économique de l'être. Bon. Je ne pense pas qu'il y aura une forte réduction du besoin. En fait, ce qu'on constate quand même dans le monde agricole, c'est qu'il n'y a pas. S'il y a une baisse du nombre d'exploitations, il y a une hausse de la taille des exploitations. Oui. Et donc, je pense que on voit bien qu'on fait face, malgré tout, enfin pas malgré tout, on fait face à un besoin croissant d'alimentation, donc un besoin croissant de production d'alimentation. Il y a certainement dans l'agriculture, comme dans l'ensemble des secteurs économiques qu'on approvisionne en énergie, de meilleurs rendements, donc une augmentation de la performance des moteurs et une réduction de la consommation unitaire des équipements, ce qui est une bonne chose. Mais il n'empêche qu'il faut aussi envisager la demande d'énergie du monde agricole comme aussi un facteur de la production alimentaire nécessaire. Donc, je pense, à titre personnel, je pense que le secteur agricole est un secteur d'avenir.
Et donc, pour nous, c'est un secteur dans lequel on continuera d'investir. Oui, vous avez moins de clients, mais en fait, ces clients ont souvent plus d'hectares, donc de toute façon, ils achètent du carburant, quoi, et ils ont besoin de carburant. Ah, et puis comme de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, dans les exploitations modernes, c'est plutôt les équipements et l'énergie qui se substituent au travail humain. Bah oui, et aux pesticides aussi, hein. Voilà. Donc, je pense que, et objectivement, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que le meilleur substitut au bras qui, dans le passé, faisait le travail agricole, c'est quand même bien l'énergie, c'est-à-dire l'équipement propulsé par une énergie. Donc, c'est un secteur d'avenir, objectivement, je pense, d'un point de vue stratégique pour nous. Donc, on continuera à être aux côtés de nos partenaires agricoles. Ça fait du sens sur le long terme. Très bien. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci. Donc, Guillaume Larocque, je rappelle que vous êtes président de Total Energy Marketing France. Merci à tous les membres présents qui ont assisté à ce webinaire. Merci, Nicole, pour la co-animation. Merci à Fleur Boutillier pour la partie technique. Écoutez, merci à tous et puis à bientôt pour un prochain webinaire ou un débat en présentiel, j'espère. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.